C'est l'heure d'une nouvelle édition sur Green TV International. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le Togo reçoit un appui budgétaire de 125 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods renforce avec ce fonds les efforts d'électrification rurale et d'atténuation des effets du changement climatique. Dans cette édition, nous parlerons des regards contrastés de la fast fashion au Ghana. Ce domaine est-il une opportunité ou un danger? Vous le saurez dans un instant. À la une de ce journal, le secteur aquacole algérien se redynamise avec l'implication des plus hautes autorités. Les détails dans cette édition. À la fin de ce journal, nous vous dressons le portrait d'un militant écologiste très connu et controversé pour ses actions en faveur de la protection des espèces marines et des océans. Paul Watson est son nom. Voici les grands titres de cette édition. Soyez une fois encore les bienvenus. La Banque mondiale accorde un appui financier au Togo qui s'élève à 125 milliards de francs CFA. Ce financement permettra d'accélérer l'électrification rurale, de redoubler les efforts d'atténuation des effets du changement climatique et de renforcer le capital humain. Les détails avec Léonce Sago. Le 10 décembre dernier, la Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement IDEA, a approuvé un financement de près de 125 milliards de francs CFA en faveur du Togo. Ce financement permettra d'accompagner le pays dans l'adoption d'importantes et ambitieuses réformes. Il s'agit notamment de l'accélération de l'électrification rurale, d'encourager les actions de lutte contre les effets du changement climatique, de renforcer le capital humain et la résilience des populations vulnérables et aussi de soutenir les efforts de réforme macroéconomique et budgétaire. Selon la Banque mondiale, cette opération, ancrée dans la feuille de route gouvernementale 2025, s'inscrit dans la droite ligne des nouveaux objectifs de partenariat du pays qui visent à améliorer la productivité agricole, à assurer l'accès universel à l'électricité via le développement de la production d'énergie renouvelable. Elle accroîtra aussi la prestation de services pour les populations vulnérables et permettra de mener des actions climatiques ambitieuses. Le représentant résident de la Banque mondiale au Togo, Fili Sissoko, précise que ce soutien financier favorisera la transformation structurelle de l'économie, notamment en milieu rural où se concentre la pauvreté extrême, et de renforcer les actions d'atténuation des effets du changement climatique. M. Fili Sissoko a exprimé toute la gratitude de la Banque mondiale au président Faure Esozimna Gnassingbé pour son implication personnelle dans l'adoption des réformes ambitieuses de politique publique du pays. Face aux coupures d'électricité répétées et à la cherté de l'énergie, les autorités togolaises sortent enfin du silence. Pourquoi l'électricité coûte-t-il autant cher et quelles sont les solutions envisagées pour faire baisser la tendance? Les réponses du ministre togolais des Mines et des Ressources énergétiques, Robert Kofi Vincent Eklo, dans ce commentaire signé Honoré Kata. Face aux défis énergétiques auxquels le pays est confronté et aux coupures d'électricité de plus en plus fréquentes, le ministre des Mines et des Ressources énergétiques, Robert Kofi Vincent Eklo, a pris la parole pour éclairer la situation. En effet, il a expliqué que le coût élevé de l'électricité trouve son origine dans l'absence de ressources en gaz naturel au niveau local, obligeant le pays à importer cette énergie à des prix onéreux. Ainsi, les charges d'approvisionnement représentant 80% des dépenses de la société pèsent lourdement sur les consommateurs, limitant pour l'instant les marges de manœuvre pour une baisse des prix. De plus, le ministre a souligné les efforts déployés pour répondre à une demande sans cesse croissante. Cependant, en l'absence de solutions stables, le recours à des sources alternatives comme le gasoil et le fioul léger est devenu indispensable bien que coûteux. Par ailleurs, les fournisseurs étrangers, confrontés à leurs propres contraintes, peinent à livrer suffisamment de gaz pour couvrir les besoins du pays. C'est pourquoi le ministre a insisté sur l'importance d'investissements majeurs pour garantir à l'avenir un approvisionnement énergétique fiable et abordable. Il a appelé les consommateurs et les entreprises à faire preuve de patience face à ces difficultés. Ainsi, à moyen et long terme, le gouvernement entend mettre en place des stratégies visant à réduire progressivement les coûts de l'électricité. Le ministre a d'ailleurs réitéré l'engagement de l'État à soutenir les ménages et entreprises dans cette période transitoire, tout en posant les bases d'une transition énergétique durable. Au Ghana, les montagnes de vêtements usés de la fast fashion polluent autant qu'elles font vivre. Si certains y voient une opportunité, d'autres dénoncent plutôt une bombe écologique. Mais entre interdiction et recyclage, les solutions peinent à émerger. Retrouvons Honoré Kata.
C'est dans cette immense décharge en banlieue d'Accra que les rebuts de la fast fashion trouvent notamment leur dernier refuge. Le Ghana, principal importateur de vêtements de seconde main, subit les conséquences d'un modèle de production basé sur la surconsommation et l'éphémère. Si la revente de ces vêtements permet à des dizaines de milliers de personnes de subvenir à leurs besoins, elle engendre aussi une pollution alarmante, affectant notamment des activités vitales comme la pêche. Les vêtements de seconde main ne sont pas chers, mais ils nous posent des problèmes. Si personne ne les achète, où sont-ils jetés? Ils ne sont pas bien détruits, même pas brûlés. Ils sont jetés dans la lagune de Corlay et ils se déversent ensuite dans la mer. Ça affecte notre travail. Chaque semaine, des volontaires de la fondation OR s'engagent dans le nettoyage des plages de Jamestown, symbole des ravages de la fast fashion. Au fil du temps, la fast fashion s'est imposée comme le mode de production dominant. Au grand marché de Kantamanto, il y a désormais des volumes plus importants de produits de moindre qualité. D'après nos recherches, sur les 50 millions de vêtements que nous voyons arriver chaque semaine, 40% en moyenne quitteront le marché sous forme de déchets. Stand du marché de la mode avec des expos recyclés, le mois dernier, la Fondation OR a tenu la 3e édition de son marché de la mode, mettant à lumière des créateurs locaux et des vêtements recyclés. Il y a toujours de la vie dans les vieux vêtements, il ne faut pas les jeter. Il faut les garder, les recycler. On peut leur redonner un aspect neuf. Au lieu de les laisser boucher nos caniveaux, atterrir sur nos plages et dans nos décharges, j'ai décidé de les utiliser pour créer quelque chose, comme un pantalon, une veste ou autre, de les réutiliser. Bien que prometteuses, s'inscrivent dans un contexte global où la production de vêtements a doublé entre 2000 et 2014, selon le cabinet McKinsey. Pendant que certains pays africains comme le Rwanda et l'Ouganda choisissent de bannir ces importations, le Ghana continue d'être un point névralgique de ce commerce, avec toutes les répercussions sociales et environnementales qu'il implique. Au Sénégal, les responsables du projet Femmes et Agriculture Résiliente phare ont annoncé mercredi dernier, lors de la clôture du projet, le soutien qu'ils ont apporté aux producteurs agricoles dans la région de Tambacounda, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Ce projet a été initié pour améliorer la résilience des populations face aux effets dévastateurs du changement climatique et à adopter des méthodes plus adaptées au sol et à la conservation des produits. Les détails sont signés Irène Akpadine. Lors de la cérémonie de clôture du projet Femmes et Agriculture Résiliente phare, qui s'est tenue le 18 décembre dernier à Diop-Konda, un village de l'arrondissement de Missirah au Sénégal, l'ingénieur agronome et responsable technique du projet phare, Abdoulaye Diop, a déclaré que ce projet a permis d'accompagner 740 producteurs de bananes et plus de 500 femmes dans leur activité maraîchère. La Coprovag, une coopérative active dans la culture de la banane, a bénéficié d'un soutien logistique considérable. Ce soutien a permis de sécuriser les périmètres agricoles, une problématique importante dans cette zone où la divagation des animaux représente une menace pour les cultures. Le projet a ainsi contribué à la clôture de 5 périmètres de bananeraies et à la mise en place de systèmes d'irrigation performants. L'initiative a également fourni 2 camions frigorifiques d'une capacité de 20 à 27 tonnes pour faciliter la conservation et le transport des produits agricoles. Par ailleurs, des formations sur des thématiques essentielles telles que le leadership féminin, l'agriculture intelligente face au changement climatique et l'entrepreneuriat agricole ont été dispensées aux producteurs et aux productrices. Ces sessions, organisées sous forme de camps-écoles, ont permis aux participantes d'accueillir des compétences en gestion financière et économique de leur activité. De plus, le projet phare a aménagé 5 périmètres maraîchers d'une superficie de 25 hectares avec des forages d'eau et des châteaux d'eau permettant une irrigation efficace. Chaque périmètre emploie entre 30 et 96 femmes, contribuant ainsi à l'autonomisation des femmes dans la région. Pour rappel, le projet phare vise à améliorer le bien-être socio-économique des populations agricoles des régions de Kolda, Sédhiou, Diop-Konda et Tambacounda, en ciblant spécifiquement les femmes et les jeunes. Dans la suite de l'actualité de ce jour, l'Algérie redynamise son secteur aquacole à travers la relance de la production d'aliments pour poissons en 2025. Le ministère de l'Agriculture a réitéré cet engagement
au cours d'une rencontre avec les acteurs locaux et l'Office national des aliments du bétail ONAV. Cette initiative consiste à promouvoir l'offre locale du poisson. Rachetou Mberkou pour plus de compréhension. Le gouvernement algérien ambitionne d'offrir un nouvel élan à son secteur aquacole. Pour ce faire, l'exécutif a décidé de relancer la production d'aliments pour poissons à partir de 2025. L'information a été portée par le ministère de l'Agriculture à travers l'agence Algérie Presse Service le 16 décembre 2024 lors d'une assise avec les opérateurs locaux et l'Office national des aliments du bétail. L'objectif principal de cette initiative est de renforcer l'autosuffisance alimentaire tout en diversifiant l'économie algérienne. Actuellement, l'aquaculture algérienne représente moins de 5% de la production nationale halieutique. Le gouvernement compte augmenter sa production halieutique de près de 60% pour atteindre 200 000 tonnes d'ici à 2030 avec une contribution de la production aquacole à hauteur de 50%. Le plan stratégique global n'a pas encore été dévoilé. Néanmoins, les autorités précisent que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle feuille de route en cours d'élaboration pour développer le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Pour rappel, le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques avait annoncé en octobre dernier une coopération avec l'Agence coréenne de coopération internationale pour mettre en place une fabrique d'aliments d'une capacité de 10 tonnes par jour à Ouargla pour l'aquaculture. La fin des énergies fossiles n'est pas pour aujourd'hui. La demande de charbon a en effet atteint un niveau record au cours de cette année 2024. La Chine est en tête d'affiche, suivie par d'autres puissances émergentes du continent asiatique, comme vous le verrez dans ce commentaire. En attendant un déclin dans les années à venir, les énergies fossiles continuent d'être utilisées à grande échelle dans le monde. Pour cette année 2024, le charbon, l'un des combustibles fossiles très pollueurs, a enregistré une demande mondiale record. L'Agence internationale de l'énergie a annoncé le 18 décembre 2024 que la demande mondiale de charbon a atteint le niveau inédit de 8,77 milliards de tonnes au cours de cette année. Ce chiffre est très inquiétant alors que 2024 est en passe d'être la première à franchir le seuil fatidique de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Cette hausse de la demande du charbon est grandement l'œuvre de la Chine. Considérée comme un acteur clé de la pollution à grande échelle dans le monde, le tiers du charbon consommé en 2024 est brûlé dans les centrales chinoises. Les puissances économiques émergentes d'Asie, comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam, continuent d'augmenter aussi leur demande de charbon. Cette augmentation est due au lien entre la croissance économique et celle démographique dans ces pays, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'institution onusienne du contrôle des énergies précise en revanche que la demande mondiale de charbon devrait se stabiliser dans les prochaines années. Ceci sera possible grâce à une forte progression des énergies renouvelables. Dans son rapport annuel sur le charbon dans le monde et qui porte sur la période 2024 à 2027, la plupart des économies avancées a atteint le pic de la demande en charbon et que la courbe serait bientôt descendante. Avant de refermer cette édition, nous allons vous dresser le portrait d'un personnage très connu. Héros écologiste pour certains, éco-terroriste pour d'autres. Depuis des décennies, il est l'une des figures les plus connues dans le monde écologique. Il navigue sur les mers et les océans pour protéger les espèces marines et défendre les intérêts de son association Sea Shepherd Conservation Society. Qui est Paul Watson? Élément de réponse dans ce portrait. Aujourd'hui âgé de 114 ans, les cheveux et la barbe immaculés, Paul Watson est l'un des militants écologistes les plus connus du monde depuis des décennies. Qualifié par certains de héros écologistes, d'autres le décrivent comme un éco-terroriste. L'activiste canado-américain navigue sur les mers et les océans, souvent au péril de sa vie et de sa sécurité, pour protéger les écosystèmes marins et diffuser les valeurs de son association Sea Shepherd Conservation Society. Il continue d'œuvrer aux côtés de ses équipes pour protéger la faune et la flore des océans de la planète. Au fur et à mesure des décennies, il est devenu une figure incontournable du militantisme écologique. Bien qu'il soit contesté pour ses méthodes violentes, il est difficile d'ignorer le bienfait de ses actions pour les écosystèmes marins et la cause défendue par son association. Paul Watson est une personne très connectée à la nature. À 18 ans, il s'engage dans les gardes-côtes canadiens où il sert dans les navires météorologiques
et les aéroglisseurs de secours en mer avant de rejoindre la marine marchande. Rebelle et engagé, il participe à des manifestations et contribue à l'émergence de l'association de lutte pour l'environnement Greenpeace. Pendant plusieurs années, il navigue et milite jusqu'en 1975 lorsque son regard croise celui d'un cachalot harponné tué par un baleinier soviétique. L'écologie se fait alors la promesse de protéger ce qui compose 71% de la surface terrestre, les océans. En 1977, il est exclu de Greenpeace en raison d'un désaccord entre la philosophie de non-violence prônée par l'ONG et son ambition de mener des actions plus directes. La même année, il fonde Sea Shepherd Conservation Society. L'association lutte principalement contre le braconnage des baleines, mais s'engage aussi dans la protection des phoques, requins, dauphins et autres animaux marins menacés, ainsi que contre la surpêche industrielle. Équipé de plusieurs bateaux et de bénévoles déterminés, son ONG se fait remarquer rapidement par ses actions de grande ampleur et un équipage qui n'hésite pas à entrer en collision avec des navires-usines afin de les stopper dans leurs activités. Ces méthodes violentes divisent et ont valu à l'association Sea Shepherd et à Paul Watson de nombreux procès. Tel un pirate militant, naviguant sous son drapeau noir paré d'une tête de mort et du nom de l'ONG, il devient l'écologiste à abattre et partage sa vie entre la mer et les arrestations. La dernière en date est celle du 21 juillet 2024. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis 2012, il est arrêté au Groenland dans l'hémisphère nord alors qu'il s'apprêtait à intercepter un nouveau navire-usine baleinier nippon. Il a été débarqué de son navire en raison de ses activités contre la chasse baleinière du Japon en Antarctique. Le fondateur du mouvement Sea Shepherd était détenu à Nuuk, la capitale groenlandaise, et n'a finalement pas été extradé vers le Japon où il risquait jusqu'à 15 ans de prison. Soutenu par de grandes personnalités et de grands groupes, la ville de Paris lui a accordé en fin d'année 2024 la citoyenneté d'honneur. Il est libéré le 17 décembre 2024 après le rejet par le Danemark de la demande d'extradition du Japon. Après 5 mois de détention, Paul Watson déclare au lendemain de sa libération que son arrestation a attiré l'attention de la communauté internationale sur la poursuite des opérations illégales de la chasse à la baleine par le Japon. Végan, misanthrope et antispéciste, Paul Watson tient son association d'une main de fer et affirme qu'il faut être prêt à mourir pour défendre une telle cause. C'est avec ce portrait de l'activiste canado-américain que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à vous. Green TV International, we revive environments.